Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast. Le prépack-session, mode d'emploi. Première partie, préparer la session avant la procédure collective. Tony Ascioli, avocat, podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui dit beaucoup de l'évolution du droit des entreprises en difficulté. Le prépack-session. Le mot est technique. Il évoque à la fois la prévention, la procédure collective, la cession d'entreprise, le tribunal, les offres de reprise, les salariés, les créanciers. Mais derrière cette formule, il y a une idée assez simple. Lorsqu'une entreprise ne peut plus être sauvée dans sa structure actuelle, il peut encore être possible de sauver son activité, ses savoir-faire, ses contrats, ses emplois, ou au moins une partie d'entre eux. Et surtout, il peut être possible de le faire sans attendre que la valeur de l'entreprise soit détruite par l'urgence. Le prépack-session, ce n'est pas la vente improvisée d'une entreprise en difficulté, ce n'est pas non plus une opération cachée qui échapperait au contrôle du tribunal. C'est une articulation entre deux temps. Un temps confidentiel, le plus souvent dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, puis, si la cession doit être réalisée, un temps judiciaire, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, la solution est préparée avant. Mais elle n'est arrêtée qu'après, sous le contrôle du juge. Cette distinction est essentielle. Pendant la phase amiable, on travaille dans la discrétion. On analyse l'entreprise. On recherche un périmètre de reprise cohérent. On approche des candidats. On organise l'information. On construit une ou plusieurs offres. On essaie de préserver la valeur économique alors même que la situation financière est fragile, voire qui se dégrade. Pendant la phase judiciaire, le tribunal reprend la main. Il apprécie l'offre, sa régularité, son sérieux, son financement, son impact social, sa capacité à maintenir l'activité et son effet sur le paiement des créanciers. Tony Ascioli, avocat, podcast. C'est ce basculement du confidentiel vers le judiciaire qui donne au prépack-session sa force, mais aussi sa spécificité, sa complexité parfois. Pour comprendre ce mécanisme, il faut partir d'une idée fondatrice du droit des entreprises en difficulté. On peut distinguer la société et l'entreprise. La société, c'est la personne morale. Elle a un patrimoine, des dettes, des contrats, des associés, parfois un dirigeant épuisé par des mois de tension. Elle peut se trouver en cessation des paiements, elle peut être placée en redressement ou en liquidation judiciaire. L'entreprise, elle, c'est l'activité. C'est une clientèle, une équipe, des machines, des contrats, un savoir-faire, une marque, des habitudes de travail, parfois une place importante dans un territoire économique. Il arrive que la société ne puisse plus supporter son passif, mais que l'activité ait encore une valeur. Le prépack-session intervient précisément à cet endroit-là, lorsque l'on comprend que la continuité de l'activité passera peut-être par un tiers repreneur. C'est une approche lucide. Elle est parfois douloureuse pour le dirigeant. Elle oblige à admettre que le redressement ne passera pas nécessairement par un plan porté par la société elle-même. Mais elle peut éviter le pire, l'arrêt brutal, la perte des salariés clés, la fuite des clients, la rupture des fournisseurs, puis une liquidation judiciaire sans reprise. Le prépack-session n'est donc pas l'aveu d'un échec, c'est une méthode d'anticipation. Il s'inscrit d'abord dans le droit de la prévention. Le mandat ad hoc ou la conciliation est ouverte à l'initiative du débiteur, lorsque celui-ci rencontre une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui
n'est pas encore en état de cessation des paiements ou est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours pour la conciliation. Le mandat ad hoc, lui, est encore plus souple. Le président du tribunal désigne un mandataire dont il déterminera la mission. Dans les deux cas, l'idée est la même. Intervenir avant que l'entreprise ne soit entièrement absorbée par la procédure collective. La conciliation a longtemps été pensée comme un cadre de négociation avec les créanciers. On négociait des délais, des remises, de l'argent frais, parfois une restructuration financière. Depuis les réformes de 2014, cette logique s'est enrichie. La conciliation peut aussi devenir une phase de préparation d'une solution qui ne sera pas adoptée dans la conciliation elle-même, mais dans une procédure collective ultérieure. C'est le cas du prépack-cession. Le conciliateur peut être chargé à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise susceptible d'être mise en œuvre ultérieurement. Ce n'est pas un détail rédactionnel, cela signifie que le conciliateur ne se contente plus de rapprocher le débiteur et ses créanciers, il peut contribuer à préparer un processus de reprise. En pratique, cela suppose une mission claire, une ordonnance du président, un accord du conciliateur sur la mission, un accord du débiteur sur la rémunération correspondante et une demande d'avis adressée aux créanciers participants. Le texte réglementaire est important parce qu'il montre que le prépack-cession ne se réduit pas à une négociation informelle, il est encadré dès la phase amiable. Cette première phase reste cependant dominée par une règle cardinale, la confidentialité. La confidentialité n'est pas un privilège de confort. Elle est souvent la condition même de la préservation de la valeur. Dès que la difficulté devient publique, l'entreprise peut entrer dans une spirale. Les fournisseurs exigent le paiement au comptant, les clients hésitent, les salariés s'inquiètent, les banques resserrent leurs concours, les concurrents exploitent la situation. Dans certains secteurs, quelques jours de rumeurs suffisent à faire perdre une valeur considérable. Mais attention, confidentialité ne signifie pas opacité. C'est d'ailleurs l'un des points les plus sensibles du prépack-cession. La phase amiable permet de préparer dans la discrétion. Elle ne permet pas de soustraire l'opération au contrôle des organes de la procédure future, du ministère public, du tribunal. Lorsque l'offre préparée en mandat ad hoc ou en conciliation est présentée au stade judiciaire, le mandataire ad hoc ou le conciliateur doit rendre compte des démarches effectuées pour recevoir les offres de reprise. La confidentialité ne peut pas être opposée au tribunal sur ce point. Le prépack-cession doit donc réussir une conciliation délicate, préserver la valeur par la discrétion, tout en garantissant que la cession n'a pas été verrouillée au profit d'un repreneur choisi dans l'ombre. C'est ici que se joue la différence entre un bon prépack-cession et un mauvais prépack-cession. Un bon prépack-cession organise un processus crédible. Il identifie le périmètre, il documente les démarches, il explique pourquoi certains candidats ont été approchés, pourquoi d'autres ne l'ont pas été, quels engagements de confidentialité ont été signés, quelles informations ont été communiquées, dans quel délai, avec quelles conditions d'accès à la data room. Il permet au tribunal de comprendre que la rapidité de la cession n'est pas le produit d'un arrangement, mais le résultat d'un travail préparatoire sérieux. Un mauvais prépack-cession donne l'impression inverse. Un repreneur déjà choisi, une mise en concurrence insuffisante, un périmètre flou, un prix difficile à justifier, des salariés mal identifiés, des contrats essentiels oubliés et un tribunal placé devant le fait accompli. Dans le droit des entreprises en difficulté, le fait accompli est toujours dangereux. Tonia Scioli, avocat podcast. La préparation doit donc
commencer par une question simple. Que veut-on céder? Cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. On ne cède pas une entreprise comme on cède un immeuble isolé ou un matériel. Le plan de cession vise une activité susceptible d'exploitation autonome. Lorsqu'il s'agit d'une cession partielle, le périmètre doit correspondre à une branche complète et autonome d'activité. Il faut donc distinguer ce qui est nécessaire à la poursuite de l'exploitation et ce qui ne l'est pas. Le travail porte sur les actifs corporels, machines, véhicules, mobilier, stock, outillage. Il porte aussi sur les actifs incorporels, non commerciaux, marques, fichiers clients, logiciels, licences, autorisations, savoir-faire. Il porte encore sur les contrats, bail commercial, contrat client, contrat fournisseur, maintenance, informatique, crédit bail, location, services indispensables. Et bien sûr, il porte sur les salariés affectés à l'activité. Cette cartographie est le cœur du dossier. Pour le repreneur, il permet de savoir ce qu'il achète. Pour le tribunal, elle permet de savoir ce qui l'arrête. Pour les salariés, elle permet d'anticiper les conséquences sociales. Pour les créanciers, elle permet d'apprécier si la cession a une chance de générer un prix réel et sérieux, ou au moins une meilleure réalisation que la disparition de l'activité. La précision du périmètre est également une protection contre les litiges postérieurs. Si un actif ou un contrat n'est pas identifié, il peut être discuté. Si une autorisation administrative est oubliée, l'activité peut être bloquée. Si un bail est mal analysé, la reprise peut perdre son support matériel. Si un contrat informatique critique est ignoré, l'activité peut être paralysée dès le lendemain de la cession. C'est pourquoi le prépack-cession est un travail collectif. Le dirigeant connaît l'entreprise. L'expert comptable connaît les chiffres, les marges, les dettes, la trésorerie, les besoins de financement. L'avocat structure le cadre juridique, fait passer, comme j'ai l'habitude de le dire, le numérique vers le juridique, en sécurisant les échanges, en anticipant les points de contentieux. Le conciliateur apporte une garantie de sérieux, de méthode et de neutralité. C'est un négociateur également. Les mandataires et administrateurs judiciaires, lorsqu'ils interviennent ensuite, donnent au tribunal les éléments nécessaires. Le ministère public veille au respect de l'ordre public économique, à la régularité et à la transparence du processus. Et le candidat repreneur doit démontrer sa capacité à exécuter son offre. Cette exigence de preuve est fondamentale. Dans la pratique, la phase amiable doit donc produire un dossier de reprise utilisable immédiatement. Il faut une data room maîtrisée, des comptes à jour, un état des dettes, un état du passif social et fiscal, une liste des contrats en cours, une liste des salariés par affectation, une identification des litiges, des sûretés, des baux, des licences et des autorisations. Il faut aussi un budget de trésorerie réaliste pour la période précédant l'ouverture éventuelle de la procédure collective, puis pour les premières semaines de la reprise. Ce travail n'est pas simplement destiné aux repreneurs. Il sert aussi à convaincre le tribunal que l'offre a été préparée sérieusement et que l'activité peut continuer sans rupture majeure. Dans certains dossiers, l'offre échoue, non parce que le prix est insuffisant, mais parce que le repreneur n'a pas démontré comment il financerait l'exploitation après la cession. Or, reprendre une entreprise en crise, ce n'est pas seulement payer un prix, c'est financer le redémarrage, rassurer les fournisseurs, reconstituer parfois un stock, conserver les salariés clés, sécuriser les clients et absorber les pertes de transition. Le prépack cession oblige donc à raisonner en continuité d'exploitation. Le repreneur doit expliquer ce qui se passe le lendemain du jugement, qui dirige, qui signe, qui paie les fournisseurs critiques, quels contrats doivent être transférés immédiatement, quels clients doivent être rassurés, quelles garanties sont données aux partenaires.
Cette dimension opérationnelle est souvent aussi importante que la construction juridique. Il faut aussi anticiper la dimension sociale dès cette phase. Même si la conciliation n'impose pas automatiquement l'information du comité économique et social à son ouverture, le projet de cession peut, par son objet et ses effets, nécessiter une préparation de l'information, consultation dans les délais utiles. L'erreur serait de découvrir le sujet social au moment de l'audience. Un plan de cession qui prévoit des licenciements doit être articulé avec les règles du Code du travail et avec l'information des représentants du personnel. Une offre de reprise ne peut pas être seulement une lettre d'intention. Elle doit indiquer précisément les biens, les droits et les contrats inclus, les prévisions d'activité et de financement, le prix, les modalités de règlement, l'identité et la qualité des apporteurs de capitaux, les garanties d'exécution, la date de réalisation, les engagements en matière d'emploi, la durée des engagements, les éventuelles cessions d'actifs prévues après la reprise et lorsque c'est nécessaire, les modalités de financement des garanties environnementales. Autrement dit, le repreneur doit répondre à une question: pourquoi le tribunal devrait-il lui faire confiance? Tonia Scioli, avocat podcast. La confiance ne se décrète pas, elle se documente. Le prix est évidemment important, mais il ne suffit pas. En plan de cession, l'objectif n'est pas seulement de maximiser un prix instantané. La cession poursuit 3 finalités: maintenir des activités susceptibles d'exploitation autonome, préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif. Le tribunal ne choisit donc pas mécaniquement le plus offrant. Il retient l'offre qui assure le mieux dans la durée l'emploi, le paiement des créanciers et l'exécution des engagements. C'est une logique de sérieux global. Un prix plus élevé peut être fragile si le financement est incertain, si le projet industriel est faible, si le repreneur n'a pas l'expérience du secteur ou si les engagements sociaux sont irréalistes. À l'inverse, un prix spectaculaire peut être retenu si l'offre est mieux financée, plus cohérente, plus protectrice de l'emploi et plus crédible dans son exécution. Il faut également parler des limites de l'exercice. Le prépack-cession n'est pas fait pour toutes les entreprises en difficulté. Il suppose d'abord qu'une activité puisse être reprise. Il suppose ensuite qu'il reste assez de temps pour organiser un processus sérieux. Il suppose enfin que le dirigeant accepte une forme de lucidité. Dans certains cas, sauver l'entreprise ne signifie plus sauver la société, mais permettre à l'activité de continuer avec un autre exploitant. Lorsque l'entreprise est déjà totalement désorganisée, lorsque les clients sont partis, lorsque les salariés clés ont quitté le navire, lorsque les contrats essentiels sont rompus, lorsque la trésorerie ne permet plus aucune activité, le prépack social arrive trop tard. L'anticipation est donc la condition de l'efficacité. Plus on attend, plus la valeur se dégrade. Plus la valeur se dégrade, plus le repreneur baisse son prix, réduit son périmètre, limite les emplois repris et exige des garanties. Un prépack-cession permet d'agir avant cette dégradation complète. Il est en ce sens un instrument de préservation de valeur. Mais il faut le manier avec rigueur, car il existe un risque de suspicion. Le repreneur approché en amont peut sembler favorisé par le dirigeant. Les autres candidats peuvent considérer qu'ils n'ont pas eu accès à la même information. Les salariés peuvent craindre que tout soit décidé avant l'audience. Les créanciers peuvent s'interroger sur la réalité de la mise en concurrence. Le ministère public peut demander des explications. Le tribunal peut décider d'ouvrir davantage le processus ou de ne pas retenir l'offre préparée. C'est pour cela que le dossier doit raconter son propre processus. Qui a été contacté, à quelle date, sur quels critères, avec quelles informations, quelles réponses ont été reçues, quels candidats ont décliné, pourquoi l'offre présentée est-elle considérée comme satisfaisante? La publicité a-t-elle été suffisante compte tenu de la nature de l'activité? Le prix est-il réaliste? Le financement est-il démontré? Les emplois repris correspondent-ils aux besoins de l'exploitation? Les contrats nécessaires sont-ils identifiés? Le tribunal ne se contente pas d'un résultat, il contrôle la manière dont ce résultat a été préparé. Il exerce un double contrôle, un contrôle de légalité et un contrôle d'opportunité. Voilà pourquoi
Le prépack cession est un outil puissant, mais exigeant. Il est puissant parce qu'il permet d'aller vite le jour où la procédure collective s'ouvre. L'offre a déjà été travaillée, le repreneur a déjà audité, le périmètre a déjà été discuté. Le financement a déjà été préparé, les points sociaux et contractuels ont été déjà identifiés. Il est exigeant parce que cette rapidité ne doit pas être confondue avec de la précipitation. La vitesse n'est légitime que parce qu'il y a eu préparation. On accélère parce que l'on a préparé. Tonia Scioli, avocat, podcast. Dans le prochain épisode, on verra précisément ce qui se passe au moment du basculement judiciaire. Comment les offres sont examinées, ce que le tribunal contrôle, comment s'articulent les critères économiques, sociaux et juridiques, quel est le rôle du ministère public, comment traiter les contrats et les salariés et pourquoi la directive Insolvabilité 3 vient renforcer la sécurité du mécanisme tout en ouvrant de nouvelles questions. Retenons pour aujourd'hui 3 idées. Première idée, le prépack cession n'est pas une procédure autonome. C'est une technique d'articulation entre la prévention, mandat ad hoc conciliation, et la procédure collective avec comme dénouement un plan de cession. Deuxième idée, sa valeur ajoutée repose sur l'anticipation. On prépare la reprise avant que la procédure publique ne détruise de la valeur. Troisième idée, la confidentialité n'est acceptable que si elle débouche au moment judiciaire sur un contrôle effectif de la transparence, de la publicité suffisante et du sérieux de l'offre. Le prépack cession n'est donc pas la cession de la dernière chance, c'est la cession préparée avant que la dernière chance ne disparaisse. Merci de votre écoute. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast. Retrouvez les épisodes de Tonia Scioli, avocat podcast, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet du cabinet www.avocat-podcast.fr.